Bonjour tout le monde. Ça me fait très, très plaisir aujourd'hui d'avoir l'opportunité de venir présenter mon témoignage. Vous allez voir, en tout cas, j'ai toutes sortes d'informations. Puis ce que je pensais vraiment, ce que je trouvais très important, c'est de partager avec vous des choses que j'ai appris pour différents événements de la vie que je vais partager avec vous. Et j'en ai retiré des apprentissages, donc je trouverais ça important de le partager avec vous autres. Vous allez voir qu'il y a un lien avec tout ce qu'on a entendu auparavant. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Quand je réfléchissais sur la présentation, je me demandais qu'est-ce que je pourrais mettre comme titre à la présentation. Et finalement, j'ai dit le plus logique, c'est ce que j'ai appris. Vous allez voir qu'il y a une logique dans ce que je dis. Et la diapo montre un peu certaines. J'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance, je dirais, de partager certaines des informations-là dans différents médias de la région de Québec et même plus loin, parce que, bon, en bas, c'est un site Internet d'une fondation aux États-Unis avec laquelle j'ai des contacts. Donc, c'est intéressant de pouvoir partager ça. Ça me fait très plaisir. Prochaine diapo. Voici le plan de la présentation que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais commencer avec les objectifs. Le but de la présentation, qu'est-ce que c'est vraiment pour que vous puissiez suivre. Qui je suis, je vais me présenter. Santé, mieux-être, je l'ai découpé en différents volets. Pourquoi la santé et le mieux-être? Les apprentissages, comme je vous en ai fait part auparavant. Les épreuves de la vie qui m'ont amené à être ici aujourd'hui. L'aspect physique, l'aspect psychologique. Et les éléments importants et utiles pour passer à l'action pour une meilleure santé globale. C'est vraiment les choses intéressantes à la fin qu'on va voir. Une courte synthèse, les références et bon, les questions ultérieurement. Donc, l'objectif de la présentation, c'est, de par mes expériences de vie et apprentissage, faire ressortir les liens entre notre santé globale, je vais l'expliquer un peu davantage après, et notre bien-être dans toutes les sphères de notre vie, dimension personnelle et professionnelle. Parce que dans le fond, lorsque le matin, on se présente au travail, on est la même personne qu'on était une demi-heure avant ou une heure avant dans d'autres régions. Là. On ne change pas. Il faut parce qu'on arrive au travail, qu'on ouvre, il y a une switch, puis on se transforme. On est la même personne. Qui je suis, moi? En fait, je suis le père de 2 enfants, 2 filles, une de 10 et 13 ans. Je suis un ingénieur qui a travaillé dans le secteur privé pendant 20 ans, au niveau des pâtes et papiers, à différents niveaux. J'ai fait de la recherche et développement, j'ai fait des services techniques, de la production, j'ai été directeur des services techniques, de la migration continue, toutes sortes de choses. Et depuis maintenant 2011, je suis dans le secteur public. J'étais à la CCST auparavant et maintenant je suis au ministère des Transports depuis pratiquement 1 an. Et je dirais également que je suis un citoyen qui fait tout ce qui est sous son contrôle pour améliorer la société dans laquelle nous vivons. Je trouve ça vraiment important de passer à l'action, de ne pas être spectateur puis de rester en arrière. Je ne dis pas que je m'implique dans tout, mais j'ai mis quelques-unes des implications dans lesquelles je suis. Bon, je suis la fondation de l'IUCPQ, qui est l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Vous allez voir pourquoi un peu dans les diapos qui vont suivre. Je suis membre du conseil de quartier de Cap-Rouge, où je demeure. Je suis membre aussi du CA du club de natation LSH, où mes enfants en âge. Je donne des cours de spinning ici à Saint-Augustin, pas tellement loin. Et j'avais mis sur place comme principal instigateur et organisateur, en fait, une randonnée pour les employés de la CSST, une randonnée à vélo. Et ça s'est poursuivi pendant 5 ans. Bon, évidemment, là, j'ai quitté. Je ne sais pas si ça s'est poursuivi. Une diapo. Comme chacun de nous, dans le fond, j'ai eu un parcours qui est tout sauf linéaire. Il y a eu des courbes, j'ai eu des montées et des descentes dans ma vie. Comme c'est normal, il n'y a personne qui peut faire autrement que ça. Par contre, une chose importante que j'ai réalisée, c'est que c'est important de prendre soin de nous. On prend soin de notre maison, on prend soin de notre voiture, on prend soin de notre terrain. Mais des fois, on s'oublie là-dedans. Ce qui est important, puis ça a été bien dit auparavant, c'est important de prendre soin de nous. C'est ce que je trouve intéressant dans la démarche. De mettre les chances de notre côté. Dans le fond, il y a un dicton qui dit « Prends soin de ton corps, c'est le seul endroit que tu es pour vivre ». C'est exactement ça, dans le fond, parce qu'on n'a pas le choix. C'est lui qu'on a, puis il faut faire ce qu'on peut pour le garder en santé. Il y a beaucoup d'apprentissages que j'ai... En fait, j'ai eu beaucoup d'intérêt pour ça. J'ai eu beaucoup d'apprentissages que j'ai été mis au fait pour différentes raisons. Et je trouvais ça important de le communiquer avec vous autres aujourd'hui. Bien, pour ça, j'ai beaucoup d'intérêt là-dedans. Je me suis découvert, sans dire une passion, un intérêt certain là-dedans. Et il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont connues, que je vais partager avec vous aujourd'hui, mais qui ne sont pas partagées jamais dans notre cursus scolaire ou au primaire, au secondaire, au cégep et peu importe. Qui serait, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que ça aurait été utile d'avoir ça auparavant, parce que c'est des choses que je me serais servi d'avoir ça auparavant. Et bon, je termine là-dessus pour cette diapo-là. Je me sens pas meilleur que les autres. Par contre, la vie a fait en sorte que j'ai été mis dans des situations particulières qui ont fait que j'ai eu des apprentissages et je veux en faire profiter le maximum de personnes. Donc, c'est pour ça que l'opportunité aujourd'hui est intéressante.
La diapo suivante est intéressante parce qu'on voit, bon, c'est peut-être pas clair pour les gens qui sont en WebEx. Il y a 7 sphères là-dedans. Et je vais en parler, en fait, des 7 sphères. Je vais les partager avec vous. Il y a le stress, santé au travail, les relations, c'est important également. Le sommeil en jaune, alimentation en orange, l'activité physique en rouge et l'attitude en genre de violet pâle. Ces 7 choses-là jouent sur notre vie. Qu'on le veuille ou non, il y a un lien direct. Donc, je vais en parler parce qu'on parle beaucoup d'activité physique, de choses comme ça, mais il y a beaucoup plus que ça. En fait, le mental et le physique sont reliés. Prochaine diapo. Il y a une époque, en fait, où nos ancêtres, les hommes des cavernes, passaient la majorité de leur temps, une journée utile. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient de la nourriture. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas d'autre choix. Il fallait qu'ils passent. Donc, ils bougeaient. Il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'ils chassent. Bon, ils ne pêchaient pas, mais ils chassaient. Aujourd'hui, notre rythme de vie moderne fait quasiment tout ce qui est possible pour qu'on bouge le moins possible. La majorité de nous, on travaille souvent, on est assis la majorité de notre journée. On arrive chez nous, on peut être assis à regarder la télévision, sur l'Internet, peu importe. Il y a même des technologies qui vont être développées bientôt qui vont faire en sorte qu'on ne conduira même plus notre voiture. Donc, dans le fond, on va bouger de moins en moins et ça continue. Il y a même, bon, on dirait qu'il y a des gens qui prennent l'ascenseur pour un étage ou deux. Des fois, vous allez sûrement remarquer ça, vous allez au Costco ou dans les centres commerciaux. Il y a des gens qui vont attendre 5 minutes pour avoir une place le plus proche possible. Alors que s'ils étaient allés un petit peu plus loin, au global, au bilan, ça aurait été plus rapide d'aller un petit peu plus loin, marcher, ça serait arrivé plus vite. En tout cas, des fois, c'est des choses un peu paradoxales. On a parlé de prévention ce matin, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, la société est beaucoup axée sur la réparation ou le curatif, si on veut. Pourquoi, je pense? Parce que bon, c'est beaucoup plus facile de mesurer les dépenses en argent qu'on fait pour la prévention que c'est de dire, bon, ça a coûté combien un accident? Il ne s'est pas produit, on ne le sait pas. Donc, un accident ou une maladie ou peu importe. Donc, bon, je sais que Pierre Lavoie met beaucoup la phase là-dessus pour essayer de revirer ça. Il y a des pionniers au Québec qui travaillent beaucoup dans ce sens-là, mais c'est quand même un défi. On peut penser au changement climatique. Les humains ont toujours tendance à bouger quand on arrive face au mur. Je me dis, pourquoi avant d'arriver au mur, commençons donc à prendre des actions. La question importante dans tout ça, dans le fait de bouger, de prendre soin de nous, c'est pour qui on le fait. La diapo le montre bien. La personne la plus importante pour qui on le fait, c'est pour nous. Parce que dans le fond, c'est nous qui va retirer les bénéfices les plus évidents et qui va en profiter à long terme. Évidemment, les impacts directs, on va le sentir parce qu'on va être une meilleure personne, on va mieux dormir, on va être plus en santé, même notre espérance de vie va s'augmenter. Et également, les impacts indirects qui vont être sur nos collègues, notre famille, nos amis, tous les gens qui côtoient autour de nous, mais la société en général. Parce que si on est en santé, bien, on n'est pas dans une chambre d'hôpital à attendre des soins. On peut contribuer activement à la société. La santé globale, le corps et l'esprit. En fait, comme on l'a mentionné, c'est prouvé, il n'y a même pas de doute là-dessus. L'esprit influence le corps et l'inverse aussi également. On voit beaucoup de sportifs, vous avez sûrement remarqué des sportifs qui font du ski alpin par exemple, avant de descendre, ils ferment les yeux et ils essaient de visualiser la course qu'ils vont faire. Donc, ils essaient d'être dans un état mental, je dirais, le plus apte possible pour réaliser une grande performance. Donc, de plus en plus, la préparation psychologique prend de la place. Donc, pour ça, la santé globale, c'est vraiment les deux. Un ne va pas sans l'autre. Pour certaines personnes, malheureusement, je dirais l'équilibre est dur à trouver. Le mot équilibre, c'est vraiment le mot central ici. Vous en connaissez certainement des gens, à un moment donné, bon, ils se découvrent une passion, un intérêt pour un sport, une activité, ils se lancent corps et âme là-dedans. Même des fois, même souvent, au point de négliger les autres sphères de leur vie. Donc, ce que ça fait, bon, ça peut même entraîner des séparations, des divorces, des problèmes familiaux, etc., etc. Ce qui est important, c'est de la compétition contre nous-mêmes, dans le fond, c'est de s'améliorer nous-mêmes. S'améliorer les autres, il va toujours en trouver un qui va être meilleur que toi, qui va être plus rapide, qui va même des fois prendre certains produits ou qui va prendre des raccourcis pour aller plus vite. Donc, ce qui est important, c'est de se mesurer face à nous-mêmes. J'ai marqué, la marche a beaucoup d'avantages. C'est pas sexy la marche. Bon, c'est pas pour les compagnies. Ils ne vendent pas énormément de chaussures, la marche. Il n'y a pas des beaux souliers de course fluo avec des vêtements superbes. Mais la marche, c'est simple, c'est pas compliqué. Tu peux le faire n'importe quand, où tu veux, quand tu veux. Même quand il pleut, on peut marcher quand même.
enfin, c'est possible. Il y a des gens qui sont en forme, mais pas en santé. La photo ici le représente bien. C'est un athlète de très haut niveau, aujourd'hui à la retraite. Je pense que personne ne pourra dire que cette personne-là doit être en santé pour se rendre comme ça. C'est pratiquement quelqu'un qui est sur pas mal d'anorexie. Donc, des fois, les performances et l'exigence du milieu font en sorte que les gens sont plus en santé. Ils sont en forme, mais ils sont plus en santé. Je dirais j'ai toujours été actif. Par contre, il y a eu un élément un peu déclencheur lorsque je faisais mon bac en génie. Et première session, je commençais mon cheminement là-dedans. En tout cas, il y avait un domaine dans lequel j'avais plus de difficultés. Puis bon, il y avait juste 2 examens dans ce cours-là. J'ai eu beaucoup de difficultés au premier. Puis il y avait un deuxième examen. Puis ça me prenait vraiment, je dirais, une bonne note pour passer le cours. Ça m'énervait. J'étais vraiment anxieux par rapport à ça. Et dans le fond, je parlais avec mes parents, mes proches, puis ils m'ont dit, il faut que tu décroches, il faut que tu penses à autre chose. Même ils m'ont dit, va en ski. J'étais un peu sceptique, je me dis, bon, mais là, je ne travaillerai pas pendant ce temps-là. Fait que finalement, je suis allé, fait que je les ai écoutés. J'étais allé en ski, puis bon, ça m'a pris de l'oxygène, ça a fait du bien. Je suis revenu, et le lendemain, j'ai réussi mon examen, puis finalement, j'ai passé le cours. Fait que pour moi, ça a été comme vraiment un élément déclencheur, de dire, hey, en plus de bouger, ça a des bénéfices concrets sur des choses qu'on ne pense pas. Et bon, j'ai appris par la bande, effectivement, puis c'est des choses que vous ne serez pas surpris. Le risque de maladie de toutes sortes est diminué de façon importante lorsqu'on est actif. La maladie cardiaque, ça, je suis très bien placé pour en parler, vous allez le voir dans quelques secondes. Le diabète de type 2. Certains types de cancers aussi, lorsqu'on est actif, les risques sont plus faibles. La dépression, ça c'est prouvé, hors de tout doute. Souvent même, le fait d'être actif, c'est aussi efficace que la médication. L'espérance de vie en forme, on en a parlé ce matin, on vit de plus en plus vieux, mais est-ce que ça nous tente d'être aussi HSLD à avoir du manger mou longtemps? Je pense pas. Ce qui est intéressant, c'est d'être actif et de contribuer au maximum avec notre famille et nos proches. Enfin, bon, j'ai marqué le Parkinson. Mon père en souffre, je le sais, c'est difficile pour lui. Par contre, tous les jours, il va marcher, il essaie de bouger un peu. Fait que, des fois, ça ne tente pas, mais il y a toujours un bénéfice. Puis c'est aussi, c'est un peu comme la dépression, c'est prouvé que ça a des effets très positifs. Juste mentionner aussi également, l'espérance de vie des hommes et des femmes est rendue de 79,6 pour les hommes et de 83,8 pour les femmes. L'espérance continue à monter, mais effectivement, comme M. Lacroix mentionnait, l'espérance de vie en santé, elle ne suit pas nécessairement. Donc, c'est important d'être conscient de ça. L'autre point que je trouve très important de partager, c'est les effets du sport et de l'activité physique sur le cerveau, en fait, sur notre aspect mental. Lorsqu'on est inactif, notre débit sanguin, normal, c'est de 4 à 5 litres par minute. Donc, notre cœur pompe 4 à 5 litres minute. Lorsqu'on fait du sport, ça monte 20 à 30 litres minute. Et même des fois, ça va jusqu'à 40. Ce que ça fait, ça, c'est que ça envoie plus de sang au cerveau. Et ce que ça a pour effet d'activer des cellules nerveuses dans le cerveau. Puis par la bande, ce que ça crée, c'est qu'on a une créativité accrue, on a une meilleure résolution de problèmes, on est de meilleure humeur et nos fonctions cognitives sont améliorées. Et évidemment, notre tolérance au stress est également améliorée. En fait, moi, je le vis souvent. Quand il y a quelque chose qui me tracasse, quand il y a quelque chose, soit familial ou pour le travail, peu importe, j'enfourche mon vélo et je vais rouler. Et quand je reviens, presque à coup sûr, j'ai trouvé une solution ou une idée nouvelle qui va m'aider à passer au travers de la solution. Donc, ça a vraiment un effet important. Bon, libération d'endorphines et autres hormones. Vous connaissez l'euphorie du coureur. Donc, quand on fait un exercice, un sport d'endurance, souvent, on va arriver, on va prendre la douche et on est dans une sensation de bien-être qu'on ne peut pas imaginer. Donc, souvent, les gens viennent accro à ça. C'est tout à fait légitime et c'est bon. Contrôle du poids. Évidemment, ça va pas, c'est pas seul, puis ça, c'est prouvé, ça également. On peut s'entraîner beaucoup. Si on mange mal, on ne perdra pas nécessairement de poids. C'est manger de façon correcte et s'activer aussi au quotidien. Le sport, c'est prouvé également. C'est la meilleure médication possible. Donc, les médecins ils disent si on pouvait le prescrire, c'est ça. Ils ont commencé. Là, les médecins généralistes, ça le prescrit. C'est gratuit, puis ça n'a pas d'effet secondaire. Fait que c'est formidable. Donc, le plus on bouge, le mieux on va se sentir. Je commence avec les aspects qui vont vous expliquer quelque chose. Bon, comme tout le monde, j'ai fait face à différentes épreuves au cours de ma vie. En anglais, ils disent la vie nous envoie des balles courbes. Mais je trouve ça intéressant parce que, bon, comme au baseball, la balle s'en vient, puis on s'ajuste, puis on la frappe, puis on continue.
Et ce qu'il faut faire, des fois, c'est que des fois, on ne le voit pas tout de suite quand on est dans le feu de l'action, la balle courbe ou l'épreuve qui s'abat sur nous. Et il y a toujours des côtés positifs. On ne le voit vraiment pas au début, mais après, on se dit hey, finalement, j'ai appris ça, puis ça. Fait que c'est important d'en être conscient. Côté physique, dans mon cas, je demeurais à Mauricie à ce moment-là, à Trois-Rivières. La saison vélo 2010 était très, très bonne. J'étais à la meilleure forme de ma vie. J'avais pratiquement au-dessus de 6000 km de fait. On s'en va pour une randonnée de fin de saison j'étais avec des gens très, très habitués de faire du vélo, et moi-même. Puis bon, j'ai fait un accident qui était très, très sévère, au point où, en fait, si je n'avais pas eu de casque, je ne serais pas ici aujourd'hui. Je serais soit en chaise roulante ou je serais carrément décédé. Et ce qui est quand même étonnant, c'est que le médecin m'a dit clairement, il dit, ce qui t'a aidé dans ta récupération, c'est le fait qu'il était en forme. Donc, tout de suite, moi, boum, il y a une cloche qui a allumé. Fait que je suis en forme. Ça m'a aidé de passer au travers de ça beaucoup plus vite. Il m'a donné plein d'exemples de ça. Et fait intéressant, au début, lorsqu'ils ont fait passer différents tests pour voir s'il n'y avait pas des hémorragies au niveau du thorax, ils ont découvert que le diamètre de mon aorte était 2 fois plus gros que celui d'une personne normale. Une personne normale parle d'environ 5 cm. Moi, j'étais environ à 2,5 cm d'une personne normale. Moi, j'étais à 5. Fait que là, tout de suite, il a dit qu'il y a quelque chose d'anormal avec ça. Il m'a référé ici à l'IUCPQ. Et ça n'a pas été très, très long. À l'IUCPQ, ils ont fait passer des tests, d'échographie très, très similaires aux femmes enceintes. Et ils ont vu que je souffrais d'une malformation congénitale cardiaque qui affecte 2 % des gens. Donc, c'est au niveau de la valve. Et ça, il n'y a rien qu'on peut faire pour ça. Et je n'avais pas d'effet secondaire, je ne sentais rien de ça. Et par contre, le médecin m'a dit, c'est sûr qu'un jour, on va t'opérer. Il dit ça, il dit, mais c'est certain. Donc, ça a commencé en 2010. Et l'histoire s'est poursuivie jusqu'en 2017, pardon. Diapo suivante. Donc, en janvier, en fait, ça a commencé même en décembre 2015. À chaque année, le médecin me voyait, il faisait l'échographie, tout allait bien. En fait, il mesurait différentes choses au niveau de mon cœur. Puis à un moment donné, il dit, oh, là, il dit qu'il y a un changement. Il dit, d'ici 2 ans, il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on passe à la chirurgie. J'étais un peu surpris. Donc, il dit, va en parler avec ta conjointe, puis regarder si l'année prochaine, ça va. Donc, cette journée-là est arrivée finalement en janvier, le 9 janvier 2017, cette année. Donc, ce qui est quand même étonnant, c'est que il m'avait dit, ça va se faire en janvier. On va t'appeler le jeudi précédent pour te dire la journée. Je ne savais pas quand en janvier, il n'a pas donné de date. Fait que moi, j'avais cédulé avec mes enfants et ma conjointe. On allait à Montréal, on avait en train, on avait tout un programme. On t'appelle le jeudi. Donc, le premier jeudi de janvier, il ne m'appelle pas, il était rendu 3h30. Il dit, parfait, on est correct, pas de problème. On prenait le train, c'était beau. Je reçois un téléphone de mes parents en fin de journée. Ils disaient, hey, l'IUCPQ essaie de t'appeler pour te parler. Ils ne savent pas, je ne sais pas ce qu'ils veulent te dire. OK, j'ai dit, on a mon cellulaire, je suis surpris qu'il ne m'ait pas appelé. Je les rappelle, le monsieur, il me dit, votre chirurgie, lundi matin, il faut que vous soyez ici à 6h30. Je dis, oh, bien là, je prends le train, puis je reviens à Sainte-Foy à 9h30 dimanche. J'ai dit, c'est pas si pire que ça, mais c'est possible de déplacer. Il a vérifié, il a essayé de déplacer, ça n'a pas été possible. Donc, on est allé à Montréal avec les enfants. Le dimanche, je suis allé m'entraîner au Parc olympique. Mes enfants se baignaient à la piscine. Puis, en arrivant avant 9h30, je suis revenu chez nous. Puis, il a fallu que je me fasse un protocole, me laver. En tout cas, c'est toute une histoire. Puis, je suis rentré le lendemain matin pour la chirurgie. Et tout s'est poursuivi. Dans le fond, je marque contrôle du stress et de l'anxiété. Pendant toutes ces années-là, entre 2010 et 2017, j'ai demeuré actif. Puis ça, le médecin a été très, très formel. Il a dit, reste actif. La seule chose, limite ta fréquence cardiaque. Parce qu'il avait peur que si je m'entraînais à trop haute intensité, il pourrait avoir ce qu'on appelle une rupture d'anévrisme. Vous entendez ça des fois, vous voyez un coureur qui fait le marathon qui s'effondre, comme ce qui est arrivé il n'y a pas longtemps à Québec. C'est souvent une malformation congénitale, exactement comme j'avais. Puis, bon, finalement, l'aorte se sépare en deux, puis bon, il n'y a rien à faire, la personne décède comme ça. Les gens me disaient toujours, t'es pas stressé? Je dis non, parce que j'avais très, très confiance à l'équipe médicale. Puis aussi, parce que, effectivement, comme j'ai marqué ici, c'est pas un cancer. Un cancer, on ne sait pas quel bord ça va prendre. C'est pour ça que moi, je trouve que les gens qui ont un cancer, leur épreuve est pas mal plus difficile que celle que j'ai vécue. Moi, c'est un problème de tuyauterie. C'est vraiment ça, dans le fond. C'est le corps humain, mais c'est quand même de la tuyauterie. Donc, ça ne m'a pas stressé outre mesure, je dirais. Puis encore là, deuxième leçon apprise, le médecin a dit, reste en forme tout ce temps-là. Et tous les médecins à qui j'ai parlé ont tous dit la même chose. Ta récupération va beaucoup, beaucoup être accélérée parce que tu es en forme. Donc, je l'ai vu le lendemain matin après la chirurgie. Déjà, je pouvais m'asseoir sur mon lit, me déplacer dans la chambre. Les infirmières, ils trouvaient ça vraiment super. Ils disaient, vous êtes en forme, ça va bien. Donc, puis je voyais d'autres personnes qui étaient pas mal plus maganées que moi. La photo montre ici, dans le fond, c'est aux soins intensifs le lendemain. Donc, ils m'ont fait
On a un zipper, comme ils disent en anglais, d'environ 30 cm, puis ils tassent le sternum, ils ouvrent les côtes, puis ils vont faire le travail. À droite, ben, c'est ma valve originale a été enlevée, et ils ont mis une valve comme ça, et en plus de corriger l'anévrisme. Finalement, ils ont ouvert la porte, ils ont mis un morceau de plastique, et ils ont fermé tout ça. Donc là, je suis correct. Normalement, pour 15 ans, sans avoir de chirurgie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Gros apprentissage également, que j'ai trouvé ça très intéressant. Les infirmières m'ont toutes dit la même chose lorsque j'étais là-bas. J'étais là environ 6 jours après. Ils m'ont dit, avant une chirurgie comme vous avez, monsieur, là, vous étiez au lit à rien faire minimum 1 mois. 1 mois. Je serais venu fou 1 mois à rien faire, à rester là-bas. Aujourd'hui, la mentalité complètement changée, c'est bouger le plus vite possible. Ils m'ont dit, où tu es capable de marcher, promène-toi. Puis, lors du retour à la maison, commence à marcher, va plus en plus loin, tu es capable, comment tu te sens. Donc, moi, ce que j'ai fait, ça a rentré ici, évidemment, puis je faisais bien mon affaire. La diapo qui est là montre bien, c'est un petit montage que j'avais préparé à l'époque, qui montre toute la progression entre les soins intensifs à l'extrême gauche et en bas à droite, lorsque je suis revenu actif en vélo. Pour moi, c'était comme, là, depuis 7 ans que j'étais comme limité, j'avais comme un plafond. Là, le plafond, il n'avait plus, je pouvais y aller à plein gaz. Je parlais aussi de l'aspect mental. J'ai mis une photo en bas ici qu'on voit, c'est l'usine où je travaillais à Trois-Rivières. C'est une usine qui était pratiquement en train de fermer. Et le gouvernement, avec la compagnie Kruger, a racheté l'usine et ils ont décidé d'investir 400 millions. Donc, tout ce qu'on voit sur la photo n'existait pas avant, c'était complètement nouveau. Et comment je dirais ça, l'usine a été sauvée grâce à ça. Par contre, c'était une complexité incroyable. Démarrer un équipement comme ça, c'est une machine à papier qui fait du papier pour les revues, du papier couché qu'on appelle. Et ça a été une source de stress pour moi et tous mes collègues incroyable. Et à un moment donné, même pendant 3 ans et demi, j'étais en charge de la production de cette machine-là. 10 000 de l'heure que ça rapportait à Kruger. Fait que quand il y avait un problème, il fallait qu'on se débrouille pour que ça aille le plus vite possible. Ce qui m'a aidé, je dirais, à passer au travers de ça, c'est que j'ai toujours été actif. Malgré tout, j'allais m'entraîner, je prenais soin de mon corps. J'ai fait exprès pour ne pas arrêter, parce que sinon, je ne serais pas passé au travers. Donc, l'aspect mental est très important également. Il n'y a pas de négliger. On ne peut pas dire « Ah, je ne m'occupe pas de ça, je fais juste du sport ». Il faut penser aussi à notre mental. La prochaine diapo, dans le fond, c'est... on a parlé beaucoup du physique, du mental. Et ce que je pensais aussi, l'alimentation et le sommeil, c'est 2 sphères qu'il ne faut pas oublier également, parce qu'on les a vues tout à l'heure dans les 7 sphères qu'on a regardées. Des choses très importantes. Un autre apprentissage que je voulais partager avec vous autres aujourd'hui, c'est les Navy Seals ici, on voit. Navy Seals, ce que c'est que ça, c'est justement le genre de choses que je me dis, si on avait appris ça au secondaire, ça aurait pas été utile à l'arrivée au cégep, puis bon, pour la suite de notre vie. C'est que les Seals, c'est les troupes d'élite américaines pour la marine. En fait, c'est eux qui ont fait l'attentat contre Ben Laden, qui l'ont trouvé, qui ont fait les missions les plus périlleuses, c'est eux qui les font. Et leur entraînement est très, très, très long et très difficile. Puis l'armée américaine se demandait, le taux de ceux qui postulaient, qui réussissaient, est juste de 25 %, donc un taux d'abandon de 75 %. Ils se demandaient, qu'est-ce qui fait qu'il y en a 25 % qui passent, puis les autres ne passent pas? Ils ont envoyé des spécialistes pour vérifier ça. Et on peut penser que c'est souvent parce que c'est des super athlètes, des gens au physique incroyable, et non. C'est des gens qui avaient un mental hors du commun. Donc, il y avait le physique aussi, mais il y avait un mental. Puis là-dessus, ils ont décidé de baser leur formation sur différents aspects que j'ai mentionné ici. Fixer des objectifs. Dans le fond, les gens qui réussissaient le mieux, c'est fixer des objectifs, mais pas des objectifs à long terme. Ils disaient pas, comme par exemple, je vais prendre l'exemple d'un marathon. Quelqu'un qui commence à courir, je vais faire un 42 km. Oui, mais avant, on va faire un kilomètre, un 5, un 10, un demi. Donc, y aller, scinder le gros objectif en micro-objectifs. Un élément très important ici. La visualisation. Ces gens-là voyaient, sûrement quand ils fermaient les yeux, ils se voyaient à la ligne d'arrivée du programme, ils disaient graduer puis arriver là. Ils se parlaient positivement aussi. Au lieu d'être négatifs, eux-mêmes se parlaient positivement, s'encourageaient à dire je vais réussir, je vais y arriver. Ça a l'air des fois un peu ésotérique, ces choses-là, mais c'est la vérité, là, c'est basé sur des études, ils n'ont rien inventé. Dernier aspect, c'est le contrôle de la respiration 4-4. Quand ils étaient dans une situation très tendue, stressante, ils ont développé une technique pour relaxer. En fait, c'est pas compliqué, c'est de respirer, inspirer pendant 4 secondes et expirer pendant 4 secondes. Autrement dit, prendre le contrôle de la respiration et d'en être conscient, faire ça pendant 2-3 minutes, et soudainement, la tension baisse, puis on peut faire d'autres choses. Fait ils ont fait ça pour des gens, je dirais, dans les situations les plus à risque.
avec ça, leur taux de succès a augmenté jusqu'à 33 %. C'est encore pas super, mais c'est pas si pire. L'autre chose, c'est que dans le fond, j'ai été chanceux quand je travaillais dans le domaine des pâtes et papiers. Je suis allé en Scandinavie souvent pour le travail. J'ai fait beaucoup de contacts avec ces gens-là et j'ai appris beaucoup des Scandinaves. Ils bougent aussitôt qu'ils ont l'occasion. Ils ne restent pas assis. Ils marchent, ils font du vélo, pas nécessairement de la compétition de vélo, mais ils se promènent, ils dépensent, ils utilisent leur corps. Et l'autre point que j'ai découvert, que j'ai beaucoup apprécié, c'est le sisu, que j'ai marqué ici. En fait, ce que c'est que c'est un concept qui est dans la culture en Finlande, parce que les Finlandais, j'étais beaucoup en contact avec eux. C'est le courage, la détermination, mais aussi l'endurance face à l'adversité. On arrive à un point, dans une situation très difficile, personnelle ou au travail. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aller plus loin? Des fois, on ne s'en doute pas, mais en dedans de nous, on a des ressources, des réserves pour dire on peut aller plus loin. C'est un concept très intéressant. J'ai eu la chance cet été, justement, de souper, partager un souper avec celle qui a mis ça au devant de la scène, ce concept-là, qui fait des recherches sur la résilience. Et c'est vraiment c'est passionnant. Donc, c'est quelque chose, si ça vous intéresse, vous pourrez aller là-dessus. C'est vraiment utile. Ensuite, motivation intrinsèque ou extrinsèque. Que la motivation vienne de vous-même ou qu'elle vienne de votre famille, parce que vous voulez être un meilleur parent pour vos enfants, peu importe, l'important, c'est de s'activer, de bouger, de passer à l'action. Enfin, dernier apprentissage, tout à l'heure, je m'envoyais sur la page couverture, pas la page couverture, mais dans un article du Soleil, après ma chirurgie, c'est prouvé qu'un tiers des patients qui ont une chirurgie cardiaque font une dépression, en guillemets. Moi, j'en ai pas fait une, puis je ne suis même pas passé proche. Pourquoi? Parce que je me suis donné des objectifs. Chaque jour, je me suis rendu compte après ça avec le recul, je me donnais des petits objectifs. Aujourd'hui, je fais telle chose. Et j'aidais les autres également. Je vous parlais que j'étais dans une fondation aux États-Unis. C'est un groupe Facebook de gens actifs, mais qui ont tous eu un problème cardiaque. J'étais en contact avec ces gens-là quotidiennement et j'échangeais des conseils, des trucs. Donc, je participais et j'aidais les gens. Je leur disais, regarde, tu vas avoir telle chose, telle chose, telle chose. Fait que je me suis rendu utile autant que possible pour aller plus loin. Et c'est prouvé qu'être utile, ça nous permet de passer à travers des situations qui sont très difficiles. Dernier apprentissage que je voulais partager avec vous, c'est vraiment, je dirais, c'est passionnant. C'est un 15 minutes bien investi si vous avez l'occasion. Il y a une étude qui a été faite à l'Université Harvard qui a duré 75 ans, elle est encore en cours, là. Ça a démarré, puis ils ont pris 764 hommes, je ne sais pas pourquoi des hommes, peut-être la mentalité de l'époque, on parle de 75 ans en arrière, et ils ont pris des gens du milieu riche et du milieu pauvre de Boston. Ils ont suivi tout ce temps-là pour voir qu'est-ce qui les rendait heureux dans la vie, c'est quoi qui c'est comme satisfaction dans la vie. À chaque année, ils interviewaient, ils leur demandaient où ça va. Il y a même un des candidats là-dedans, il ne savait pas à l'époque, qui est devenu président des États-Unis, c'est John F. Kennedy. Puis M. Waldingers, qui est professeur de psychologie à Harvard, il pose la question, il dit « Pensez-vous que c'est l'argent, la gloire, le travail qui rend les gens heureux? » Unanimement, c'est même pas proche. Il dit ce qui rend les gens heureux, c'est les relations humaines avec leur famille ou avec leurs amis et les membres de la communauté. Fait que c'était vraiment intéressant parce que 75 ans, ça n'a jamais même changé de bord. Donc des fois, on dit l'argent amène le bonheur. C'est pas ça, c'est même prouvé. C'est les relations, donc les relations avec vos collègues et avec tout le monde que vous côtoyez. Donc, je termine là-dessus. Les différentes synthèses, je ne les lirai peut-être pas pour vous, parce qu'on est serré au niveau du temps. Par contre, je vais peut-être terminer juste avec la diapo, s'il vous plaît, qui parle de la base de la démarche. Voilà. Donc, on a parlé beaucoup aujourd'hui. Le sondage que vous allez être appelé à remplir, ainsi que vos collègues, très important. Pourquoi? Bien, évidemment, une des choses, c'est que ça peut être une prise de conscience en le remplissant. Des fois, on se dit, je prends, mettons, 3 verres de bière par semaine, ou 4 ou 5, peu importe. Puis quand on le remplit, si on est honnête avec nous-mêmes, des fois, on dit, finalement, j'en prends plus que je pensais. Fait que déjà, ça peut être un petit point de dire, je vais faire peut-être plus attention, puis je vais être plus en santé, puis je vais être plus en forme, peut-être perdre du poids vers la bande. Ça permet de savoir aussi où orienter les efforts. Tout à l'heure, les gens de la RAMQ l'ont bien dit. Si les informations qui rentrent sont fidèles, ça va être plus facile de savoir où on va avec ça, puis quelles activités répondent aux besoins. C'est pas une intrusion dans la vie privée, évidemment, puis il faut être honnête parce que c'est confidentiel. Donc, c'est un peu comme l'expression anglaise qui dit garbage out, garbage in, garbage out, bien c'est ça. Si les résultats sont bons, bien, ce qui va ressortir va être bon également. Les diapos suivantes, c'est les références.
Si jamais, s'il y en a qui sont intéressés d'aller voir la présentation du professeur Waldinger, c'est sur YouTube, l'adresse est là. Puis je terminerai peut-être juste ça avant de terminer. C'est la dernière diapo. C'est une citation que j'apprécie particulièrement de Steve Jobs, qui a rencontré les étudiants finissant à l'Université Stanford en Californie en 2005. Puis je vais juste la lire avec vous. Il dit « Bon, votre temps est limité, ne le gâchez pas en menant une existence qui n'est pas la vôtre. Ne soyez pas prisonnier des dogmes qui obligent à vivre en obéissant à la pensée d'autrui. Ne laissez pas le brouhaha extérieur étouffer votre voix intérieure. Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir, le reste est secondaire. » Fait que dans le fond, entreprise en santé, ça a sorti clairement. Il ne faut pas attendre après un gourou, il ne faut pas attendre après la magie. Il faut que ça vienne de nous parce que nous, à un moment donné, on sent qu'il y a un bénéfice à ça. Puis si on sent qu'il y a un bénéfice à être actif, on va trouver du temps pour le faire. Donc, bonne fin d'avant-midi. Merci.